Écoutez, j'ai pris un certain nombre de positions. Vous m'avez demandé ce que j'ai fait pendant le confinement. J'ai pris un certain nombre de positions publiques. J'ai écrit un certain nombre d'articles de mémoire dans le Figaro, dans l'Express, dans la Tribune, sur la responsabilité de la Chine à l'origine du virus. À la barre. Oh non, bon. C'est très à l'américaine. Hein. Écoutez, moi je la vois pas menacée. On a eu la nomination d'un garde des Sceaux qui était avocat. Alors j'ai bien vu que ça avait mobilisé l'opinion, que ça avait terriblement inquiété les magistrats, mais moi je vois plutôt une bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui est très au fait et très inquiet de l'indépendance de la justice, qui n'a pas de compte à rendre politique, qui à mon avis va faire pendant 18 mois ce qu'aucun autre garde des Sceaux n'a fait jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, s'agissant de la grève des avocats qu'il y a eu l'année dernière, moi je ne suis pas engagé dans toutes ces causes, donc je ne pourrais pas vraiment me prononcer. Ce que je constate de façon générale, c'est qu'effectivement il y a une paupérisation de la profession d'avocat. Il y a trop d'avocats en France et à Paris, et à mon avis on gagnerait à établir un numerus clausus comme il y a avec les notaires par exemple. Limiter le nombre d'avocats qui rentrent chaque année dans la profession, pour que tous aient un travail, tous soient bien rémunérés et soient finalement plus épanouis et plus satisfaits de la façon dont ils exercent. Et je pense que la qualité s'en ressentirait d'autant quand on plaide et auprès des magistrats. Écoutez, j'ai pris un certain nombre de positions. Vous m'avez demandé ce que j'ai fait pendant le confinement. J'ai pris un certain nombre de positions publiques. J'ai écrit un certain nombre d'articles de mémoire dans le Figaro, dans l'Express, dans la Tribune, sur la responsabilité de la Chine à l'origine du virus. Donc effectivement, la responsabilité de la Chine doit être engagée. C'est elle qui est à l'origine du virus. Elle a clairement menti sur l'origine du virus. Et elle nous a fait, à mon avis, perdre énormément de temps, et un temps qui nous aurait permis d'appréhender le virus en Europe beaucoup plus tôt. J'ai donc regardé les textes, les conventions internationales, pour essayer de comprendre où se rattacher et où engager la responsabilité de la Chine. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'on se rend compte finalement que la Chine a organisé eh bien son irresponsabilité depuis des années. Elle ne répond devant aucune instance internationale, que ce soit devant la Cour pénale internationale ou d'autres tribunaux internationaux. Elle ne répond de ses responsabilités devant aucune instance internationale. L'ONU, par exemple, c'est un concours de circonstances très malheureux dans le cadre du coronavirus, puisque c'était précisément la Chine qui présidait cette assemblée au moment du coronavirus, c'est-à-dire les quelques semaines où le partage du génome aurait été déterminante pour informer le reste de la planète de l'expansion de ce virus et de sa dangerosité. Malheureusement, c'était la Chine qui tirait les ficelles de l'ONU. Mais je pense qu'il faut prendre le problème du début, à la source. Le virus est né en Chine, on sait que les Chinois nous ont menti, donc il faut d'abord engager cette responsabilité. Après, en France, je pense que les politiques ont pris des décisions avec des informations contradictoires, souvent incomplètes, et avec le recul, je me demande comment on aurait pu faire mieux. Alors évidemment, il y a des négligences qui ont été commises, il y a des injonctions de politique qui étaient complètement contradictoires, mais je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été à leur place. Alors, c'est une question, c'est amusant comme question. Écoutez, c'est la première chose qui me vient en tête, mais c'est d'une banalité sans fond. C'est ce que disait Cicéron, dans l'ordre, plaire, émouvoir, convaincre. Voilà une règle de la rhétorique. Maintenant, une réponse peut-être personnelle, je pense que c'est l'humour, c'est le rire. Dans une salle d'audience, dans une cour d'assises, qui est-ce qui disait le rire gifle la bêtise et déshabille l'imposture? Et puis le rire est universel, il se transmet, même si toutes les parties qui sont dans une salle d'audience, que ce soit le public, les magistrats, le procureur général, il y a une part d'incontrôlable, c'est ça qui est très touchant. C'est jubilatoire de faire rire une salle d'audience, que ce soit des magistrats ou un huissier. Ça crée un lien, une intimité, ça dédramatise, ça dépassionne les débats. Voilà, le rire peut-être, ou plus largement l'humour. Les avocats, d'une certaine façon, sont des lanceurs d'alerte. Ils dénoncent dans l'intérêt général, pour l'opinion publique, un fait ou un autre dont ils sont le témoin dans l'exercice de leur métier.
une injustice. Il y a une législation qui est en train d'évoluer, à laquelle j'espère je vais continuer de pouvoir contribuer, notamment dans le cadre de ce livre que j'ai écrit et qui paraîtra au mois de mars prochain. Il y a une véritable législation qui doit prendre place, claire, qui soit plus contradictoire et qui soit facilement applicable par tous les lanceurs d'alerte du pays. Parce que les lanceurs d'alerte permettent des rentrées d'argent absolument sans précédent pour les caisses de l'État. Voilà. C'est un vecteur qu'on ne devrait plus négliger autant et qui devrait être beaucoup plus dans les médias qui ne le sont. Je vais essayer de vous répondre avec le plus de discernement possible. Je pense que dans une carrière, même si j'aime pas du tout ce mot, il faut une certaine cohérence. Donc on est libre de défendre évidemment ce qu'on veut, mais d'une certaine façon, pour répondre à votre question, il m'arrive déjà de le faire. La loi Sapin 2, par exemple, impose à toutes les grandes entreprises d'établir des procédures en interne pour permettre de dénoncer une alerte. Et une fois que tous ces processus ont été mis en place, vous avez effectivement des alertes qui émergent. Et ces grands groupes me consultent pour savoir quelle suite donner à ces alertes. Donc, d'une certaine façon, je suis de l'autre côté des lanceurs d'alerte. Et il m'arrive, si vous voulez, de déchiffrer l'objet d'une alerte et de dire, voilà, là, il y a un véritable, c'est légitime, il y a un danger, il y a une information qui est vérifiée, il faut donner suite à cette alerte. Et d'autres, c'est ni plus ni moins du chantage ou un employé qui cherche à se faire mousser ou qui cherche à négocier un départ grassement rémunéré. Donc d'une certaine façon, je défends pas aveuglément les lanceurs d'alerte, mais je défends une cause et j'essaie d'équilibrer ça dans les intérêts de chacun.